Aujourd'hui, on parle de correction boursière et de planification financière dans le contexte actuel. Bonjour et bienvenue à notre première web émission de l'année 2022. Aaron Lani et moi-même allons répondre à 2 questions aujourd'hui. Nous allons commencer par la première, Aaron, et elle suit la web émission de la fin d'année 2021 où on parlait de ce qu'on s'attendait des marchés et des rendements pour 2022. On ne le sait jamais, c'est imprévisible. Mais actuellement, Aaron, on vit une correction de l'ordre de combien? Sur le S&P, au moment présent, c'est à peu près 10 %, puis le Nasdaq, les titres techno, c'est plus autour de 15 %. Donc, ce qu'on a comme question, finalement, c'est qu'est-ce que Médici fait dans ce genre de situation et comment, justement, on doit réagir? C'est quoi la bonne attitude, comme toujours, à avoir dans les temps de correction? C'est certain que on a en tête, c'est plus récent, une dernière correction comme en mars 2020. Donc, les gens, ils ont une certaine expérience plus récente, mais c'est quoi le bon comportement, Aaron, à avoir dans ce genre de situation-là? Oui, alors le comportement humain, c'est toujours un angle intéressant parce que nous autres, les humains, on aime ça être en situation de contrôle et les chutes boursières, c'est un exemple où est-ce qu'on n'a pas le contrôle, ils sortent de nulle part, on ne sait pas combien de temps ils vont durer, on ne sait pas si ça va être une baisse de 10, 20 %. Alors, on n'aime pas ça, mais malheureusement, il faut les accepter. Comment on peut mieux les accepter aussi et vivre avec? Oui, fait que ça, il y a une couple de manières. C'est bon de se rappeler que si un titre corrige de 15 % ça ne veut pas dire que sa valeur intrinsèque a aussi diminué de 15 % L'autre chose, c'est qu'on a tendance à raccourcir nos horizons de placement durant une correction. Alors, on pense en termes de jours, qu'est-ce qui va arriver demain? Et on oublie de penser en termes d'années. Alors, c'est de se ramener sur un horizon de 3 à 5 ans. Puis dans 5 ans, on n'en parlera plus de la correction. Comme un propriétaire d'entreprise, on investit dans des entreprises, pas pour le court terme. Exactement. C'est le même principe. Puis un autre bon moyen de s'enlever du stress, c'est de regarder son portefeuille moins souvent. Alors, une fois par mois, c'est une bonne fréquence. Ça peut être même une fois par trimestre. Puis si on fait confiance en le gestionnaire, puis on veut vraiment cultiver une pensée à long terme, on peut le regarder une fois par année aussi. Là. Mais comment, justement, s'assurer que le gestionnaire fait un bon travail et d'avoir confiance? Finalement, c'est ça l'autre partie de la question. Qu'est-ce que Médici, on en a parlé, c'est d'avoir des bonnes entreprises, de bien faire nos devoirs. Mais c'est sûr, qu'est-ce que fait Médici dans un contexte comme on vit actuellement? Durant les corrections, le comité d'investissement va s'asseoir plus fréquemment, puis va passer titre par titre, voir s'il y a des opportunités. Puis généralement, on va regarder les titres qui se sont fait le plus corriger. Alors, par exemple, tout récemment, on a acheté un nouveau titre dans le portefeuille qui a baissé au-dessus de 20 %. Alors, on trouvait que c'était une bonne opportunité et on l'a saisi. Donc, c'est ça qu'on va faire durant les corrections. OK. Mais Aaron, bon, oui, on investit dans des entreprises et non dans le marché, mais il doit y avoir des baisses sur certaines entreprises qui sont justifiées, qui ne sont pas juste dues au marché, par exemple à des mauvais résultats ou à vraiment des éléments qui sont propres à l'entreprise. Comment on fait pour s'assurer, est-ce que c'est justifié ou non, entre l'entreprise A et l'entreprise B qui baisse de 20 % chacune? De regarder l'évaluation avant la correction. Okay. Alors, si on prend l'exemple de Shopify, qui était rendu à 50 fois les revenus, c'est normal qu'il baisse plus que le marché. Alors, 50 fois les revenus, je pense que c'était au-dessus de 2 fois son évaluation historique. Okay. C'est sûr qu'ils ont profité durant la pandémie, mais c'est ça. Alors, on pense que dans ce cas-là, c'est probablement justifié. Donc, ça ne veut pas dire que nécessairement l'évaluation, qu'il est sous-évalué. C'est peut-être juste un retour à une évaluation plus raisonnable. C'est ça, exactement. C'est plate pour ceux qui l'ont acheté dans la dernière année, mais ceux qui ça fait 5 ans qu'ils le détiennent, ils font quand même un bon rendement. OK. Et du côté opportunité, est-ce qu'il y a des titres en particulier que justement c'est plus attrayant puis la baisse est injustifiée? Oui, bien, par exemple, Google, Facebook, qu'on parle fréquemment. Mais avant la correction, c'était des titres très abordables et là, ils sont encore rendus plus abordables. Fait qu'ils sont à 20, 22 fois les profits passés quand on fait quelques ajustements pour l'encaisse puis des investissements qui vont moins rapporter à long terme. C'est-à-dire qu'ils vont pas rapporter à court terme. Alors, ces deux titres-là... C'est ça comparé à d'autres entreprises qui, je pense que tu as un exemple, Coca-Cola par exemple, ou Procter & Gamble, qui n'ont pas le même
niveau de croissance qu'un Facebook ou un... C'est ça. Fait qu'ils sont sous-évalués sur leur propre mérite et sont sous-évalués relatifs à d'autres blue chips comme Coke et Procter & Gamble qui sont à 25-27 fois les profits passés, alors qu'ils ont une croissance de peut-être 5 à 7 %. OK. Donc, intéressant, c'est de faire nos devoirs avant, puis des corrections comme on vit actuellement, bien, créer des opportunités. C'est ça. Alors, Karine, on peut peut-être passer à la deuxième. Dans le contexte actuel, on a des clients qui nous demandent comment est-ce qu'on planifie les retraites alors que l'inflation augmente, puis probablement que les taux d'intérêt vont augmenter aussi, puis le rendement de la bourse future, donc toutes ces variables-là. Comment qu'on voit la planification? Oui, ça peut causer encore plus de questions parce que c'est quand même une décision importante de prendre sa retraite, surtout les gens qui approchent de la retraite. Et Aaron, que ce soit le contexte actuel ou avant de vivre ce qu'on vit actuellement, on veut avoir toujours une assurance élevée que le plan va être un succès. Donc, de le soumettre à un paquet de scénarios et de conditions pour que ça fonctionne. Et depuis plusieurs années, dans les écrits, l'actualité, on en a déjà parlé aussi, on utilise parfois la règle du pouce, de dire si tu décaisses plus ou moins 4 % de ton portefeuille, sur un horizon à long terme, le retraité ne devrait pas passer au travers de son capital. C'est une règle du pouce qui aide à savoir s'il va avoir un succès du plan ou non. Alors, 4 % par exemple, serait un portefeuille d'1 million, on peut décaisser 40 000 par année. Oui. Puis ce 40 000-là va augmenter au rythme de l'inflation. Exactement. Récemment, Morningstar, je pense qu'ils ont publié une étude qui remettait un peu en question ces 4 %-là. Ils disaient, est-ce que c'est encore une bonne règle du pouce? Oui, bien, ça vient dans la même veine d'avoir une réflexion sur les conditions actuelles. Est-ce qu'on devrait être encore plus conservateur dans les rendements espérés, dans l'inflation qui peut être un peu plus élevée? Et c'est ce que l'étude de la firme de recherche disait au mois de novembre. Peut-être que le 4 %, ça commence à être élevé pour avoir le même taux de succès qu'auparavant. Il faut faire attention quand même, Aaron, que ça demeure un guide. Une règle du pouce, c'est sûr que tant mieux si le client, avec son million, a besoin juste de 30 000 par année. On sait qu'on n'a pas trop besoin de pousser un peu plus loin, mais même Morningstar le mentionne dans son étude, c'est pas une recommandation, on est sûr que ça fonctionne. On est beaucoup plus sûr que ça fonctionne si on décaisse moins. Il y a plusieurs avenues qui existent par la suite que si les objectifs du client, c'est de décaisser plus, si le client a besoin de 60-70 000 par année, il faut fouiller un petit peu plus loin pour voir comment on peut faire des scénarios, mieux planifier la retraite pour s'assurer de passer au travail. Alors, y a-t-il des moyens de dévier de ce fameux 4 %-là? Bien, il faut regarder quelques éléments. On ne les nommera pas tous aujourd'hui, mais la répartition d'actifs en est. Est-ce qu'on peut avoir une pondération en actions qui est un peu plus élevée ou détenir la bonne quantité de revenus fixes? Ça va avoir un impact, pas sur l'espérance de rendement à long terme. S'assurer que notre gestionnaire aussi crée de la valeur ajoutée à long terme, c'est quand même important, même si on ne va pas vraiment le planifier, mais ça peut aider le succès du plan. Je dirais à Aaron aussi l'âge. On est beaucoup plus âgé quand on prend la retraite. On a accès à des régimes de retraite. On a d'autres actifs qu'on peut monétiser, un chalet, c'est un exemple. Aussi, l'impôt, ça fait partie du coût de vie, c'est quand même un élément important du coût de vie. Donc, de comparer deux clients avec cette règle du pouce-là, si un client a beaucoup de comptes non enregistrés par rapport à un autre qui a des REER, il ne paiera pas le même taux d'impôt et ça ne sera pas la même situation. Donc, l'inflation aussi, on en a parlé. Il faut garder en tête que c'est des planifications à très long terme, sur 30 ans. Donc oui, il faut avoir de la place, que l'inflation soit un peu plus élevée sur certaines périodes, avoir des marges de manœuvre, finalement, à la fin. Donc, de regarder un petit peu partout, comprendre la situation complète du client, bien comprendre les besoins et être transparent. Je dirais de vraiment comme discuter de toutes les avenues, les scénarios possibles et de prendre des hypothèses qui sont conservatrices. Fait que la règle du pouce, c'est justement une règle du pouce, puis ça va dépendre de chaque individu, leur situation. Oui, c'est ce qui est important de peaufiner, puis de bien accompagner, de se préparer. Je pense qu'Aaron, on pourrait dire, comme en investissement, on se prépare pour vivre des conditions plus difficiles. Donc, c'est vraiment de pas... il ne faut pas que toutes les as soient alignées, que les rendements soient très élevés, il faut vraiment avoir des marges de manœuvre pour pouvoir vivre des conditions comme on vit au fil de la retraite.
Bon, ben, parfait, Karine, merci beaucoup. Alors, ça met le cap à la web émission et on se revoit dans un mois. Merci beaucoup.